Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de l'accompagnement des enfants handicapés à l'école. Plus de 3000 élèves n'ont pas eu d'accompagnant à la rentrée. Le gouvernement en fait une priorité. Premier comité interministériel ce matin sur le handicap à Matignon. Qu'en est-il ressorti, notamment sur la question des AVS, ces auxiliaires de vie scolaire au statut souvent précaire. Nous en parlerons avec nos invités dans un instant. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL, le match des idées. Il opposera ce soir Claude Posternac, fondateur du site l'important.fr, à Erwan Lenohan, chroniqueur à l'opinion, membre de Fondapol, Fondation pour l'innovation politique. Une page se tourne pour le PS. Le siège rue de Solferino est à vendre. Comment le parti historique en est-il arrivé là? Nous reviendrons aussi sur la petite phrase d'Emmanuel Macron, lancée depuis New York. La démocratie, ce n'est pas la rue. Elle fait polémique, cette phrase. Nous verrons pourquoi. L'entretien du jour, nous recevons Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis. Nous reviendrons ensemble sur la sortie du livre d'Hillary Clinton, aujourd'hui même en version française. Ça s'est passé comme ça, c'est son titre. L'ex-candidate à la Maison-Blanche se confie sur sa défaite avec une certaine amertume. Vous verrez cela. Mais d'abord, cette question du handicap à l'école, un combat de tous les jours pour des parents souvent désarmés. Outre la souffrance inhérente à leur situation, ils doivent en plus gérer le problème de l'accompagnement de leur enfant en milieu scolaire. C'est le cas d'une famille que nous avons rencontrée dans le Nord, à Hasbruck très précisément. Le petit Adam, 5 ans, souffre d'une maladie rare. Ses parents ont connu beaucoup de difficultés avec les AVS, des auxiliaires qui pour eux changent tous les ans et qui ne sont pas toujours très bien formés. C'est un reportage d'Héloïse Grégoire. Sans un soutien particulier, le petit Adam ne pourrait pas aller à l'école. Ce garçon, un peu différent, a une maladie rare proche de l'autisme. Il a cette chance d'avoir une aide à l'école. Une personne est assise à côté de lui en classe et l'assiste, un véritable sésame. Seulement, les auxiliaires de vie, dits AVS, changent chaque année. Quand c'est une superbe AVS, parce qu'on a eu le cas en fait, on avait une superbe AVS et on n'a pas pu la garder. Parce que elle a été mise sur un autre enfant et on était triste parce que voilà, elle connaissait notre enfant, donc il a fallu tout réexpliquer et tout ça. La famille d'Adam a vu défiler plusieurs de ses accompagnateurs. En majorité, ce sont des contrats aidés et aucune formation n'est exigée. Certains sont investis et sensibles aux différents handicaps, mais pour d'autres, ce n'est pas inné. Moi, chez mon petit, en fait, quand il a démarré, en fait, il y avait son fessier un soir qui était irrité. Donc, je me suis permis de le dire. Et puis, on m'a gentiment dit je ne suis pas là pour essuyer le fessier de votre enfant. Donc, quand on est en maternelle, il y a des choses, en fait, où on peut admettre et des choses qu'on n'admet pas, quoi. Actuellement, près de 3300 enfants sont en attente d'une AVS. Les parents d'Adam sont conscients d'avoir beaucoup de chance et refusent tout apitoiement. Même si les moments simples du quotidien sont parfois des épreuves. Quand on arrive à la maison, on est seul avec l'enfant. On n'est pas aidé, accompagné non plus. On va avoir une AVS au niveau de l'école, mais dans la vie de tous les jours, pour la douche, pour ceci, pour cela, et on a besoin aussi à un moment, c'est de se retrouver soi. Emmanuel Macron a promis de faire du handicap un des plus grands chantiers du quinquennat. La famille d'Adam y sera vigilante. En attendant, avant de s'endormir, il danse comme tous les soirs sous les airs de Chantal Goya. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Dorota Sidbon, bonsoir. Vous êtes membre du collectif citoyen handicap. Jean-Louis Garcia, bonsoir à vous. Vous êtes président de l'association pour adultes et jeunes handicapés. Gilles-Marie Vallet, vous êtes pédopsychiatre, auteur de 101 règles d'or de l'éducation bienveillante. Enfin, Bénédicte Kehl, bonsoir. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseillère nationale en charge des questions relatives à la scolarité au sein de l'association des paralysés de France. Merci à tous les quatre. Il y a plusieurs problématiques que ce reportage illustre très bien. Je voudrais qu'on les aborde un par un. D'abord, cette question des AVS. Dans le cas de cette famille, elle change tous les ans. Est-ce que c'est un problème récurrent, Bénédicte Kehl ? Oui, c'est un problème récurrent, simplement parce qu'effectivement, il y a deux types de contrats à l'heure actuelle pour être auxiliaire de vie scolaire, et une partie d'eux, qui est encore la majorité, ce sont des contrats aidés. Et donc, du coup, on est dans une problématique, effectivement, plutôt d'accompagnement à l'emploi, avec des problèmes de recrutement de ces personnes. On ne peut pas les recruter, en fait, en février-mars pour préparer la rentrée, alors qu'il faudrait effectivement penser à préparer la rentrée très en amont. Et du coup, c'est effectivement aussi des contrats courts. C'est des contrats de maximum 2 ans, voire même effectivement 1 an renouvelable. Donc, les familles peuvent subir, du coup, ce genre de désagrément. Ce qui pose un vrai problème de suivi pour l'enfant, évidemment. Ah ben oui, moi, en tant que maman d'un enfant autiste,
J'ai l'impression que la loi 2005 nous a ouvert droit à une torture administrative. En réalité, parce que un organisme décide si votre enfant peut aller à l'école et s'il peut avoir une auxiliaire de vie scolaire, un autre organisme la recrute et un troisième, l'école l'accepte ou pas. Et donc c'est une sorte de loterie, à laquelle vous jouez quotidiennement. Donc soit vous n'avez pas de moyens et vous subissez votre sort. Vous attendez, vous écrivez au mois de février, au mois de mars, et vous attendez. Parfois on vous dit non, parfois on dit oui. Et c'est pas une garantie que le 1er septembre vous allez retrouver une AVS à l'école. Parfois vous arrivez avec votre enfant, vous l'avez préparé, vous lui avez parlé pendant 1 mois, 2 mois, tu vas aller à l'école comme ta sœur, comme ton frère. Vous les trouvez les jours J devant l'école et puis on vous dit « Ah ben non, elle n'a pas été recrutée, madame, il faut attendre. » Jean-Louis Garcia, il y a vraiment une double peine, une triple peine pour ces familles, pour ces parents qui ont un enfant handicapé, d'autant plus que régulièrement, ils doivent absolument prouver que leur enfant est handicapé. Oui, en plus, c'est le droit qui est posé, hein, c'est le droit qui est bafoué. Chaque enfant de la République a droit à l'école de tous, c'est la loi de 2005. Et derrière, on n'a pas la mise en œuvre qu'il devrait y avoir. Il a besoin d'un accompagnement. L'accompagnement, ça se prépare en amont. Et ça ne doit pas être une loterie, c'est-à-dire au dernier moment dire « Ah oui, c'est pas prévu, c'est pas prêt », et donc il revient à la maison. Le gamin, il doit vivre avec les autres gamins de son âge, dans la même enceinte, avec les accompagnements dont il a besoin. Et de la même façon qu'il y a un enseignant dans la classe, il doit y avoir les accompagnements nécessaires pour qu'il puisse être avec les autres. Il est hors de question, mais malheureusement c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais il est hors de question que la rentrée se fasse pour tous les enfants le 5 septembre et pour les enfants en situation de handicap de façon aléatoire, 8 jours après, 15 jours après, 1 mois après, ou pas du tout. C'est le groupe classe qui rentre ensemble. Mais ça se prévoit en amont, ça s'organise en amont dans l'intérêt de l'enfant. Et donc, double peine, oui, parce que si on n'organise pas les choses, il est stigmatisé, il n'est pas à sa place avec les autres. Quand il va arriver à l'école, les autres se demandent qui il est, pourquoi il arrive en retard. Et donc, on ne facilite pas les choses fluides et on fait souffrir les familles. Et on demande à la famille d'assumer les dysfonctionnements de l'éducation nationale, par exemple. Quand on est sur la société inclusive, l'éducation inclusive, c'est pas à l'enfant à s'adapter, c'est pas à la famille à s'adapter, c'est à l'école à s'adapter. Et ça se prépare, ça s'organise en amont. Gilles-Marie Vallet, il y a la question de la personne physique qui va accompagner de l'enfant. Et quand les parents ont la chance d'avoir une AVS, il faut aussi que cette AVS soit bien formée et qu'elle ait un comportement adapté psychologiquement. Il y a un travail à faire aussi pour ces accompagnants. Tout à fait. C'est aussi pour ça que ça pose question, le changement régulier des AVS. Parce qu'effectivement, il y a la formation théorique dont elles devraient bénéficier, dont elles ne bénéficient pas forcément, et même assez rarement. C'est-à-dire, elles ont combien d'heures de formation? Elles sont formées quand même, ces AVS? 60 heures. Une soixantaine d'heures de formation. Ça dépend. Voilà, quand elles peuvent en bénéficier, certaines démarrent un peu sur le terrain. Alors après, l'expérience de terrain aussi est valable. Mais effectivement, lorsqu'on change chaque année ou lorsque on passe d'un enfant à l'autre, cette expérience de terrain, finalement, on ne peut pas s'appuyer dessus. Alors qu'effectivement, avec le handicap, il y a aussi besoin d'une connaissance de l'enfant. C'est-à-dire que on a une politique intégrative et à la fois, je crois que cette intégration doit prendre en compte le fait que justement, chaque enfant est différent et là, ce dont il est question, c'est justement d'enfants différents à qui il faut pouvoir apporter une aide adaptée. Mais j'ai envie de dire, ça pose même la question du recrutement de ces AVS. Est-ce que ce sont des personnes qui ont une vocation, qui sont dévouées à cette cause, qui ont vraiment envie de faire ce qu'elles font, ou est-ce qu'ils le font par défaut, Dorothea Sidbon, par rapport à l'expérience que vous avez? L'expérience que j'ai avec les mamans que je connais, ce sont des personnes recrutées, mais personnes sans emploi, plus ou moins. Donc ils font ça par défaut, un petit peu. Pour qui c'est pas du tout une vocation. Il n'y a aucune formation qui est, si vous voulez, exigée. Et ces personnes-là se retrouvent là souvent sans savoir ce qui est, par exemple, autisme, ce qui est handicap, ce qui est... Donc quand il s'agit d'un handicap purement moteur, si vous voulez, c'est encore, ça peut être facile, mais quand il s'agit de l'autisme, c'est tellement pointu l'accompagnement
que le fait que vous avez une AVS, c'est pas forcément une solution, parce que vous pouvez vous trouver avec une personne qui sait absolument pas ce qu'elle va faire avec cet enfant. Donc elle va finir par s'absenter parce qu'elle supportera mal la situation, se mettra en arrêt maladie, son contrat est précaire, il va s'arrêter. Donc parfois vous allez avoir plus de problèmes en ayant qu'en n'ayant pas, parce que le problème ne sera pas résolu. On vous appellera, il faut venir à l'école, parce qu'aujourd'hui elle n'est pas là, parce que demain elle ne sera pas là, parce qu'elle est démotivée, parce que ça ne lui plaît pas, parce qu'en fait c'était pas pour ça qu'elle était faite. Et puis même si elle est... Moi je suis dans une situation où j'ai décidé de ne pas jouer à cette loterie, et j'ai employé une AVS formée, une psychologue qui a bac+5, que vous avez dans trouvé l'autisme. Vous, toute seule? J'ai recruté moi-même et je la paye moi-même. Donc, qui représente un budget énorme. Ça représente un budget énorme, je la paye. Et si vous voulez, si vous tombez sur une école qui est réfractaire, ce qui était mon cas, on va procéder à un petit harcèlement moral de votre AVS. Donc, on va lui dire, il faut être tout le temps à côté de l'enfant, vous n'avez pas le droit de sortir votre portable à la récréation. Donc, si vous tombez sur une personne qui est un petit peu fragile, ça aussi, ça peut être compliqué parce qu'elle peut tout simplement abandonner. Bénédicte Kehl, quand on entend Dorota Sidbon, on a vraiment l'impression que l'État est totalement défaillant sur la question du handicap à l'école. Est-ce que c'est le cas? Non, je dirais quand même pas qu'il est. Votre constat il est n'est pas complètement. si non, négatif. non, il n'est pas complètement défaillant. Juste pour donner un chiffre pour nos téléspectateurs, 3280 enfants n'avaient pas d'AVS à la rentrée, mais ça représente, j'ai envie de dire, seulement 2% des enfants concernés. Donc 98% des enfants qui ont besoin d'une AVS en avaient une à la rentrée. Tout à fait. Oui, c'est ça, je veux dire. Il y a effectivement... Et tant qu'il y aura des contrats aidés, de toute façon, il y aura toujours ce problème de recrutement. Je veux dire, la façon de s'en sortir, c'est de pérenniser ces contrats, c'est une évidence. Hein. Alors ça se fait, ça commence à se faire avec la mise en place des accompagnants pour l'éducation des enfants handicapés, les AESH. Mais effectivement, il faudrait qu'il y ait que simplement ce type de contrat. Le problème, il est plus dans le type de contrat auquel on a recours, qui de toute façon empêche quelque part, gêne tout problème de planification, d'embauche, etc., fait qu'on a des personnes qui ne sont pas forcément qualifiées, qui ne sont pas forcément formées, etc., alors qu'il faudrait des contrats pérennes avec des personnes formées d'un niveau suffisant. Déjà, les pourcentages que vous donnez sont faux. Sur les chiffres officiels de l'Éducation nationale, hein, effectivement. Ça, c'est les chiffres officiels de l'Éducation nationale. Il ne faut pas oublier que parfois, c'est une scolarisation une heure par semaine. Donc, si vous voulez, on se moque un peu de la temps partiel. Très, très, très partiel. Et puis, les chiffres sont faux, parce que AVS notifié, ça ne veut pas dire AVS présente. Donc, par exemple, les chiffres qui ont été récemment, si vous voulez, demandés par Collectif Citoyens Handicap, parce qu'on a demandé une petite enquête auprès de parents, via réseaux sociaux. Par exemple, sur 3000 enfants en Alsace, il y avait 600 AVS recrutés. Donc on est très loin des 98% d'enfants bien accompagnés d'AVS. Alors, je vous le disais, ce matin se tenait le premier comité interministériel du handicap sous le quinquennat Macron. Sophie Cluzel, qui est donc la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, y a fait plusieurs annonces ou confirmations, notamment la création de 8000 nouveaux postes d'accompagnants. Sophie Cluzel veut non seulement poursuivre la professionnalisation des AVS, comme vous le disiez, mais elle veut aussi que ces auxiliaires puissent accompagner ses enfants en dehors de l'école, c'est-à-dire pendant les activités périscolaires, par exemple. Je vous demanderai dans un instant si ça va dans le bon sens, mais je voudrais d'abord qu'on écoute Édouard Philippe, qui a, semble-t-il, pris la question à bras-le-corps lui aussi. Se poser des questions en matière d'accueil dans les structures de petite enfance, puis d'accompagnement à l'école, que ce soit le primaire, le secondaire, le lycée et l'enseignement supérieur. Et l'ensemble des ministres compétents étaient présents ce matin, ou représentés, puisque Monsieur le ministre de l'Éducation nationale est à New York avec le président de la République, afin de réfléchir aux moyens concrets pouvant être mis en œuvre pour améliorer, là encore, pas simplement l'accueil dans telle ou telle classe, mais le suivi, et notamment pour éviter ce que tous les parents d'enfants en situation de handicap connaissent ou ont connu, les ruptures dans les parcours. Jean-Louis Garcia, est-ce que pour vous ça va dans le bon sens? Est-ce que vous sentez que ce gouvernement en particulier est en train de prendre les mesures qu'il faut pour les enfants handicapés à l'école? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que annoncer des choses, c'est bien. Les mettre en œuvre, c'est beaucoup mieux. Alors, on parlait des rythmes scolaires. Il y avait une évolution de la journée scolaire. Et on se rend compte qu'un enfant en situation de handicap est peut-être plus fatigable que les autres. Et donc, mesurer qu'ils ont besoin d'assimiler, comme les autres enfants,
plus lentement les choses et avoir des temps de récupération, ça allait dans le bon sens. En tout cas, c'est ce que disent tous les chronobiologistes depuis des années. Les enfants en situation de handicap, dans ces rythmes scolaires, au début, ont été oubliés. C'est-à-dire ils avaient leur période scolaire, puis ensuite la partie périscolaire, on dit bon, c'est pas prévu, tu rentres à la maison, on va organiser des choses comme ça. Petit à petit, ça a avancé et ça s'est mis en œuvre. Et qu'est-ce qu'on voit en juillet ? En juillet, on change l'affaire des rythmes scolaires et on repart sur une autre organisation de la semaine. Et ce qui est grave, c'est que ces changements d'orientation, un coup on va dans un sens, un coup on va dans l'autre, ça met en difficulté tous les enfants et plus particulièrement les enfants en situation de handicap qui ont besoin de davantage de soins, de davantage d'accompagnement, de davantage de pérennité dans le type d'accompagnement. Voilà les difficultés que nous avons. Alors, les auxiliaires qui les accompagnent, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils soient rémunérés dignement et qu'ils soient dans cette action parce qu'ils en ont envie, parce que c'est un goût, parce que c'est un engagement et non par défaut. Parce qu'on leur demande aussi quelque chose de difficile. On ne leur demande pas de faire à la place de l'enfant. L'objectif de l'école, c'est donner à l'enfant des outils pour devenir autonome, pour s'émanciper. Pour un jour s'assumer. Pour un jour s'assumer. Donc il faut que l'auxiliaire soit capable petit à petit de s'effacer de façon à ce que, au bout du bout, à la fin de sa scolarité, l'enfant en situation de handicap, comme tout enfant, puisse voler de ses propres ailes avec les accompagnements, parce que enfant handicapé, il a besoin d'accompagnement. Puis il y a une question qui est posée, c'est la question des moyens pour les familles. L'école de la République, elle est gratuite. Mais bien sûr, elle est gratuite. Si une famille doit financer l'accompagnement, on va à l'envers. On n'est pas dans une méthode républicaine. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans 80% des cas. Et ce qui va faire des exclusions. Il y a déjà exclusion. J'ai pas l'argent pour financer l'accompagnement, et donc il reste à la maison, et donc il ne peut pas aller à l'école, et donc il ne peut pas être avec les... On est dans l'exclusion et c'est extrêmement scandaleux que ces choses-là puissent arriver aujourd'hui. La loi de 2005, c'est il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Si on parle d'égalité française, Gilles-Marie Vallée, vous êtes d'accord ? Oui, alors... Là où je nuance un peu, c'est qu'il y aurait des possibilités, mais il y a aussi d'énormes freins, je dirais, administratifs. C'est-à-dire que comme tout doit passer, tout passe par la MDPH, et à juste titre, parce qu'il y a quand même eu des améliorations plutôt positives, mais comme tout doit passer effectivement par ce filet administratif, c'est des retards, c'est des dossiers qui s'accumulent, c'est des demandes effectivement souvent presque aberrantes aux parents. C'est-à-dire qu'un enfant qui, une fois qu'il est enregistré à la MDPH, on peut se demander pourquoi tous les 2 ans, on va lui demander de refaire des examens, de reprouver entre guillemets que l'enfant est handicapé, alors que bon, par définition, un handicap, généralement, il est rare qu'il se guérisse. Alors pourquoi ils font cela ? Quelques années. Il y a eu des abus ? Il y a quelque chose qui justifie cette lourdeur administrative ? Il n'y a aucune justification, justement. Alors, on vous dit, on a énormément de dossiers à traiter. Excusez-nous, madame, on est tard. Donc moi, j'ai une fois devant un guichet comme ça, j'ai dit, mais donnez les autorisations pour 3 ans, vous aurez 3 fois moins de dossiers, tout simplement. Parce que vous savez qu'un enfant myopathe ne sera pas, dans 3 ans, un enfant en bonne santé. Et c'est pareil pour tous les handicaps. Handicap, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Même si les enfants autistes, qui sont véritablement pas les enfants handicapés, mais différents, mais on sait que c'est une pathologie qui dure dans le temps et qui va durer. Donc, il est inutile. Donc il y a des aberrations. Oui, donc si vous voulez, vous êtes tout le temps dans le dossier. C'est-à-dire, on vous donne une identification au mois d'août pour 1 an. Au mois d'avril, on vous envoie déjà un rappel parce qu'il faut déposer un nouveau dossier. Vous attendez 4 mois, la réponse, 5 mois, 6 mois, ça dépend de la MDPH. Ouais. Donc, vous avez peut-être 4 mois de répit sans dossier. Alors, il y a 2 choses qui sont en route en ce moment, qui ont été mises en route par ce gouvernement. D'abord, ce 4e plan autisme qui va durer 6 mois, une concertation qui a été lancée à partir de juillet. Et puis, à l'automne, un chantier dit de rénovation de la professionnalisation des accompagnants qui va être lancé. Que faut-il en attendre, Bénédicte Kell ?
Il faut en attendre, effectivement, d'éviter toutes ces solutions qu'on voit là. Je veux dire que madame soit obligée d'embaucher elle-même quelqu'un, c'est juste inacceptable. Enfin, je veux dire, c'est quand même le rôle, effectivement, de la collectivité publique d'accueillir tous les enfants en situation de handicap, qu'ils aient besoin ou pas d'accompagnants. Je veux dire, voilà, il y a effectivement toute une réflexion à avoir. Je veux dire, le papa, là, dans le reportage, il faisait référence aussi au fait qu'il était seul une fois chez lui. Qui pouvait aussi avoir envie, effectivement, d'avoir quelqu'un qui l'aide au moment de la douche de son enfant. Ça, c'est fatigue, la lassitude. La lassitude, je veux dire, il est typiquement ce qu'on appelle un aidant familial. Je veux dire, il n'est pas simplement parent, il est aussi aidant familial. Je veux dire, à partir du moment où on fait quelque chose, donner à manger à son enfant jusqu'à 3 ans, 4 ans, c'est déjà un peu long. Mais je veux dire, voilà, je veux dire, ça peut arriver, exactement. Je veux dire, mais être encore obligé de lui donner à manger quand il a 10 ans, 15 ans, être obligé de donner sa douche, etc., c'est des choses, on n'est plus dans un rôle de parent, là. On est dans un rôle d'aidant familial. Et c'est un métier. C'est pas forcément un métier, mais c'est quelque chose, c'est une tâche supplémentaire. Et ça, par exemple, effectivement, je veux dire, avoir une aide humaine, une auxiliaire de vie qui vienne s'occuper de doucher son enfant je sais pas quel âge il a. Il a 5 ans. Il a 5 ans. Donc, je veux dire, voilà, à un moment, un parent est en droit d'estimer que c'est plus à lui de le faire. Y compris parce que, en termes de pudeur, en termes d'intimité, de relation avec son enfant. Sauf qu'à l'heure actuelle, pour avoir des aides humaines à ce niveau-là, une PCH enfant, une prestation de compensation du handicap qui prend réellement en compte les besoins d'un enfant, ça n'existe pas. Ça a été fait pour les adultes, ça a été ouvert aux enfants. Mais il n'y a rien de pensé spécifiquement pour les enfants. Gilles-Marie Vallet ? Oui, mais c'est important de le souligner. C'est-à-dire que ça a été pensé pour les adultes, ça s'ouvre aux enfants, mais c'est pas mis en place. Et c'est là où on sent qu'il y aurait à la fois besoin de moyens, bien sûr, financiers, mais également d'assouplir, je dirais, un peu ce dispositif MDPH pour pouvoir permettre que se mette en place effectivement tout ce type de prestations effectivement compensatoires. Et cet accompagnement psychologique, j'en profite, puisque vous êtes pédopsychiatre, est-ce que vous êtes consulté? Est-ce qu'on vous dit, voilà, il faudrait des parents qui lancent peut-être des appels à l'aide en vous disant, bon, il y a mon enfant à aider, mais moi aussi, c'est très compliqué pour moi au quotidien, et peut-être des instituteurs, des professeurs aussi qui vivent des situations compliquées parce qu'ils ont l'impression de peut-être trop s'occuper de l'enfant qui est handicapé dans leur classe, et il y a une culpabilité qui peut aussi les accompagner. Est-ce que vous êtes confronté à ces questions-là au quotidien? Au quotidien, bien sûr, en permanence. Même les enseignants les plus bienveillants sont souvent partagés entre l'intérêt individuel de l'enfant et évidemment l'intérêt du groupe classe. Et, comment vous les aidez? Comme on peut. Alors, c'est vrai que sont prévues ce qu'on appelle des équipes de suivi éducatif qui permettent justement régulièrement de se concerter avec les parents, avec les enseignants, avec l'enseignante référente qui pilote un peu le projet pédagogique, pour justement permettre d'ajuster les choses, permettre de rassurer l'enseignant sur le fait que, bien évidemment, on a conscience du groupe classe dans sa globalité, et qu'à la fois, c'est aussi important, et c'est pour ça que c'est indispensable qu'il y ait des AVSI qui puissent justement soutenir l'action de l'enseignant auprès de l'enfant. Mais c'est vrai qu'on est aussi en manque de moyens. C'est-à-dire que sur les dispositifs qui permettent le soin, comme les CMP, les moyens sont très réduits. Pour adresser en libéral, c'est très compliqué parce que tous les soins ne sont pas remboursés. Alors que il faudrait que la psychomotricité, par exemple, c'est tout bête, mais c'est très concret. Il faudrait que ça puisse être remboursé comme l'orthophonie, comme les psychothérapies, qui ne sont pas non plus toutes remboursées. Jean-Louis Garcia, à l'allure de tout ce qu'on est en train de dire depuis le début de cette émission, est-ce qu'on peut se demander si les Français doivent carrément changer d'état d'esprit par rapport au handicap? Est-ce qu'il y a un problème d'état d'esprit français lié au handicap? Pour être clair, peut-être un peu direct, est-ce qu'on a honte? Est-ce qu'il y a un tabou? Est-ce qu'il y a des non-dits autour du handicap en France particulièrement? La réalité historique, c'est que l'on a commencé par mettre les personnes en situation de handicap à part, à côté. Au lieu de les inclure, au lieu de les intégrer. Voilà, on n'est pas parti là-dessus. On se rend compte que d'autres pays ont fonctionné à l'envers. Aujourd'hui, alors au niveau des textes, au niveau de la réflexion, on est sur cette démarche inclusive. Mais c'est une révolution culturelle. Vous parliez des enseignants. Les enseignants, il faut qu'on les forme, et qu'on les forme à cette idée que naturellement, de façon tout à fait ordinaire, ils auront demain, aujourd'hui, des enfants en situation de handicap, tout handicap dans leur classe. Qui ne sera pas confronté à l'handicap dans sa vie? Ça veut donc dire que dans les formations d'aujourd'hui, des modules sont prévus
pour les former au handicap, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, sauf que ces modules ne sont pas mis en œuvre très globalement. Et donc vous vous retrouvez avec un enseignant qui se pose les questions que vous posez, il n'a pas les outils, ou il n'est pas préparé à ça, alors que la règle aujourd'hui, un enfant en situation de handicap, après l'orientation, qui devrait être suivi, parce que vous avez raison, une fois qu'on a décidé qu'il fallait donner tel type d'accompagnement, il n'y a pas de suivi. Donc, c'est donné, terminé, point à la ligne. On a fait le job et après... Et on ne vérifie pas que c'est suivi des faits. Et c'est le suivi qui est important. Et au niveau de l'école, du collège, du lycée, de l'université, il faudrait qu'ils puissent vivre leur vie de jeunes dans notre pays et de jeunes en inclusion pour après trouver du boulot en fonction des compétences qu'ils ont acquises. Dorothée Sidbon, on les met de côté, ces enfants handicapés, on essaye de les cacher. Oui, parce qu'on essaye toujours, vous voyez, dans les discours, là même nous, automatiquement, on dit intérêt de la classe, etc. C'est l'enfant est scolarisé non seulement pour son propre intérêt, mais aussi pour l'intérêt de la classe. Parce que ça apporte aux autres, évidemment. Bien sûr, les enfants, moi, il m'est arrivé de dire à l'enseignante qui s'occupe de mon fils, est-ce que vous avez essayé d'intégrer d'autres enfants dans le projet ? Elle m'a dit non. Et puis quand elle a essayé de faire, elle a vu à quel point les enfants étaient fiers de pouvoir aider Marek, de pouvoir lui apporter quelque chose. C'est beaucoup plus difficile d'éduquer un enfant qui a des problèmes, mais la fierté est aussi multipliée par 10. Et ça concerne le parent, ça concerne l'enseignante et ça concerne aussi les enfants qui sont dans la classe. Ils vont tous dans leur vie être confrontés à l'handicap un jour. Que ça soit avec les parents qui vont être atteints de maladie d'Alzheimer, que ce soit avec les proches qui vont avoir un accident, tous, il n'y en a pas un parmi nous qui ne passera pas par cette case-là. La France est en retard. Est-ce qu'on parle beaucoup des pays scandinaves qu'on place en modèle, en exemple, parce que les personnes handicapées sont dans la rue, parce que juste déjà en termes de mobilité, elles peuvent se déplacer dans les rues parce que les équipements sont adaptés. La France est très en retard. Moi-même, je suis d'origine polonaise. Je suis polonaise et j'ai eu la chance d'exercer, de travailler en Suède et dans plusieurs pays. Je suis médecin, c'est le troisième pays où j'exerce. Et par exemple, en Suède, si une maman d'un enfant handicapé décide de s'occuper de lui, elle fait le choix, elle est rémunérée par l'État comme une aide-soignante, comme une infirmière. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure. Ça lui permet d'avoir une vie professionnelle, cotiser pour la retraite, et en même temps, ça coûte 1000 fois moins cher à l'État qu'est de mettre un enfant dans une institution. Parce que du coup, il n'y a pas ce remboursement Non, parce que vous avez toute la structure administrative à payer qui est mise de côté, parce que vous n'avez plus besoin de payer toute la machine administrative. Ça coûte beaucoup moins cher de soigner quelqu'un à la maison et de s'en occuper. Donc déjà, c'est purement, si vous voulez, économique. Oui, si déjà on regarde ça, Bénédicte Hocquel, non ? Oui, moi j'ai envie de réagir, parce que c'est attention à ce que ça reste un choix. Tout à fait. Parce que, je veux dire, la première chose, c'est ça. La première chose qui aide les familles, je pense que c'est le fait qu'il y ait les services adaptés qui puissent répondre aux besoins des enfants. Je veux dire, vraiment, je veux dire. Donc, voilà, je veux dire, il y a des parents pour qui ça peut être un choix. Il faut vraiment que ça reste un choix. Oui. Je veux dire, si une maman veut maintenir son activité professionnelle, il faut au contraire qu'il y ait tous les services à côté qui puissent lui permettre qu'elle puisse le faire en toute confiance, qu'elle puisse confier son enfant, qu'elle puisse aller travailler, qu'elle n'ait pas peur effectivement d'avoir un coup de fil parce que l'AVS n'est pas là et que du coup l'école ne veut pas accueillir l'enfant, ce qu'elle n'a pas le droit de faire. Hein. Je veux dire, l'école, normalement, je veux dire, le fait de scolariser l'enfant, c'est pas conditionné à la présence de l'AVS. Non, on n'a pas Elle est obligée d'intégrer l'enfant, même si l'AVS n'est pas là. Même si l'AVS est absente, je veux dire, l'école doit accueillir l'enfant. Je veux dire, là, on bafoue le droit quand on a des situations. Il nous reste une trentaine de secondes, oui, Gilles-Marie Vallée. Alors ça va être compliqué parce qu'à la fois, je voulais effectivement tout à fait aller dans votre sens. C'est-à-dire que c'est aussi important que les parents restent des parents et trop les professionnaliser en tant que soignants de leur enfant, ça parasite un peu les choses. Et ça biaise la relation parent-enfant. Et puis après, c'est effectivement dire que sur le plan purement de l'expérience, on voit que les situations peuvent être très très différentes d'une école à l'autre, d'un lieu à l'autre. Il y a des lieux où heureusement ça se passe bien, et notamment sur cette idée de partenariat d'enfants qui peuvent être responsabilisés en s'occupant d'autres enfants. Il y a parfois de très belles expériences. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir été nos invités ce soir dans ce grand débat dont on va plus loin. Place maintenant au match des idées. Il va opposer dans un instant Claude Posternac à Erwan Le Nohan. On va revenir sur les deux questions politiques du jour. Le PS qui vend son siège historique
historique, rue de Solferino. Comment en est-il arrivé là? C'est une page qui se tourne à gauche. Et puis la phrase polémique d'Emmanuel Macron à New York, la démocratie ce n'est pas la rue. Recadrage net adressé aux manifestants contre la loi travail. Mais au-delà de cet épisode, on s'aperçoit que le président français a tendance à parler souvent de la France à l'étranger, pas forcément en des termes très positifs. Jérôme Rabier. Il n'était encore qu'un candidat en campagne, mais déjà au début de l'année, Emmanuel Macron avait fait polémique lors d'une interview donnée à la télévision algérienne. La colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Une phrase dénoncée par ses concurrents et qu'il a dû clarifier. Sans doute la leçon était-elle tirée puisqu'à peine élu, Emmanuel Macron promet depuis l'Allemagne de revenir à la règle non écrite des présidents français. Nous prendrons dorénavant la discipline à l'étranger de ne pas parler de politique française. Mais ce vœu de silence ne passera pas l'été puisque c'est depuis la Roumanie qu'Emmanuel Macron décryte une France bloquée par ses conservatismes. La France n'est pas un pays réformable. Parce que les Françaises et les Français détestent les réformes. Comme pour mieux appuyer son propos, le président de la République enfonce le clou depuis Athènes à 4 jours de la première mobilisation contre les ordonnances. Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Une sortie totalement assumée avant d'en rajouter une couche lors d'un entretien télévisé accordé à CNN depuis New York. Je crois en la démocratie ce n'est pas la rue. Nouvelle provocation ou langage de vérité, le fait est qu'Emmanuel Macron sature l'espace médiatique par ses sorties répétées. Et avec nous sur ce plateau pour ce match des idées, Claude Posternac, bonsoir. Vous êtes fondateur du site l'important.fr. Erwan Lenohan, bonsoir. À vous également, vous êtes chroniqueur à l'opinion, professeur de droit à Sciences Po, membre du conseil scientifique et d'évaluation de Fondapol, Fondation pour l'innovation politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a vu le 15 mai dernier, lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron promet qu'il ne parlera pas de la France à l'étranger. Il fait tout l'inverse. On a un petit peu de mal à suivre, Claude Posternac. Je crois que c'est une nouvelle ère qui commence avec le président de la République. Une ère qui a bouleversé la donne politique puisque le ni droite ni gauche a accouché de son élection et d'une droite qui aujourd'hui essaye de se recomposer, d'une gauche, on va le voir avec le Parti socialiste qui va très mal. Et donc il change la donne et il a une liberté de ton qui vient d'une chose fondamentale. Et c'est pour ça que ça surprend, il ne fait pas carrière. C'est-à-dire qu'on était dans une logique où des gens arrivaient au pouvoir en attendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire 40 ans. Lui, il est arrivé, il n'avait jamais été élu. On avait dit qu'il fallait un parti, qu'il fallait de l'expérience, etc., etc. Donc il est dans une logique de j'ai un job à faire, mon job c'est de transformer ce pays, je vais le faire. Et ce qui change radicalement par rapport à ce qui a existé, c'est-à-dire qu'il y a eu des promesses. Jacques Chirac, c'était la fracture sociale. Nicolas Sarkozy, ça a été la rupture. François Hollande, ça a été le changement. Et à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe ? Les gens ne voient pas la différence. Et ils se rendent compte que ce que des slogans de campagne. Et la particularité d'Emmanuel Macron, et ça c'est important de le souligner, c'est la première fois depuis des années qu'un président, en tous les cas qu'un candidat, va en campagne sans slogan. Il n'y a pas eu de slogan. La seule chose qu'il a fait, c'est voilà mon programme. Et aujourd'hui, il est dans une logique extrêmement simple. Et ce qui est tout à fait nouveau, les Français voient aussi qu'à l'étranger, leur président ne cesse de les attaquer, parfois un peu brutalement, des Français qu'on ne peut pas réformer, qui ne peuvent pas changer. Erwan Lenohan, on est quand même frappé de voir que systématiquement, à chaque fois qu'il va à l'étranger, il dit un peu du mal de la France. Oui, alors je pense que Emmanuel Macron, quand il a s'est préparé pour la campagne présidentielle, préparé pour être président de la République, a beaucoup réfléchi, on l'a vu, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à la fonction et qui a défini un certain nombre de principes. Et parmi ces principes, il y a je ne critiquerai pas ou je ne parlerai pas de politique intérieure à l'étranger. Puis après, je pense que c'est quelqu'un qui est aussi assez spontané et donc à l'étranger, quand on lui pose des questions, il répond spontanément. Donc pour vous, c'est pas calculé, c'est pas de la com orchestrée. Ce que je veux dire, non, je pense qu'il y a une part de spontanéité. Après, je crois que aux États-Unis, j'en sais rien, mais sur la réforme, quand il était au sommet européen, je pense que là c'était calculé. Je pense que, souvenez-vous, pendant sa campagne, quand il était en Algérie, il avait fait un certain nombre de déclarations qui avaient fait polémique, c'était aussi calculé. Mais c'est pas si surprenant au final qu'il y ait peut-être une inadéquation entre les grands principes qu'on énonce et qui sont un peu compliqués à respecter et puis la vie politique quotidienne. Mais effectivement,
je ne sais pas si les déclarations sont toujours opportunes. Et je pense qu'en tout cas, il est assez intelligent pour savoir que quand il dit, il sait savoir comment ce sera reçu. Mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté de transgression et presque, j'ai envie de dire, une volonté de prendre les étrangers à témoin en disant « Bon, allez, je connais les Français, moi aussi, mais moi, je ne suis pas comme eux, vous allez voir ». Est-ce qu'il y a cette volonté-là ? Non, je pense qu'il s'adresse d'abord à un public français. D'abord, les questions qui viennent de journalistes français. C'est-à-dire, il ne répond pas forcément à des journalistes étrangers. Alors, sauf dans le cas de l'Algérie, mais ça, c'était avant la campagne. Donc, il parle à un public français. Il y a une spontanéité chez lui. Il y a une volonté... voilà ce que je pense. Ce que je dis correspond à ce que je pense. Donc, il a une liberté totale. Et ça rentre, je vous le dis, beaucoup, parce que c'est important de le comprendre, ça rentre dans une matrice extrêmement particulière. C'est qu'il n'est pas dans un schéma de carrière. C'est quelqu'un qui aurait pu gagner une fortune dans le privé. Il s'est senti investi d'une mission, c'est-à-dire la transformation de ce pays. Il veut faire ce job. Et il dit autour de lui que quand le job sera fait, il fera autre chose parce que sa vie continuera par ailleurs. Donc, il est là. Il aura probablement envie de prolonger un petit peu et de faire un deuxième mandat. Alors, à mon avis, il sera dans une logique de 10 ans, de x5. Mais bon, imaginez, il n'aura pas 50 ans quand il quittera la politique. En général, c'est à l'époque où on commence, non pas à y arriver, mais à poindre. Je vous rappelle que les quinquas, les Valls, etc., ont commencé à exister à partir de 50 ans. Donc, on est dans un bouleversement total. Donc tout change. C'est comme ça. Erwan Lenoir. Oui, alors je ne sais pas si Emmanuel Macron n'a pas de projet de carrière, je suis peut-être un peu plus nuancé, mais pour revenir à sa déclaration à New York sur la démocratie, c'est pas la rue, il y a, à mon avis, à la fois de la spontanéité et du calculé. C'est-à-dire, c'est calculé parce que actuellement, avec l'opposition qui se dessine et qui manifeste contre le projet de loi travail, les ordonnances travail, Emmanuel Macron a besoin aussi de montrer qu'il va tenir. Et donc il y a un message politique qui est très fort, qu'il a affirmé en France, qu'il affirme à l'étranger, qui est « Moi, vous pouvez manifester, j'ai été élu, j'ai une légitimité, je suis là pour réformer et je vais le faire ». Donc il y a un message politique qui est là, qui est important. Après, je pense qu'il y a une forme de spontanéité aussi, parce que il n'a pas dit « La rue ne gouverne pas ». Il a dit « La rue, c'est pas la démocratie ou la démocratie, c'est pas la rue. C'est pas la rue. Ce qui, à mon avis, se débat. Parce que quand même, la rue, ça fait partie de la démocratie. Et je pense que là, il y a cette forme de spontanéité qui est celle d'Emmanuel Macron et un peu de son gouvernement, qui est quelque chose d'une vision assez technocratique de la société, qui est que... Mais il faut finir la phrase. Quand la phrase derrière, il y a d'autres mots. Dans l'autre mot, il dit « Je respecte pour autant les manifestants ». Mais je souhaite qu'on respecte les gens qui m'ont donné un mandat. C'est le mandat de la démocratie. Donc il est dans cette logique-là, en disant clairement, et là il s'adresse aux Français, vous m'avez donné un mandat, et j'ai dit quelque chose, je fais ce que j'ai dit. Et ça, c'est une vraie rupture. Je faisais référence à la rupture de Sarkozy, au changement de François Hollande. Ces mots... les Français en ont assez. Et c'est pour ça qu'il y a un décalage même dans la perception des Français, où globalement, les Français ont plutôt de la sympathie pour les gens qui vont manifester, mais d'un autre côté, ils donnent raison à Macron en disant « faites le job ». Ce qui n'empêche pas que, d'un autre côté, ça c'est une schizophrénie totalement française, il peut descendre dans l'opinion, mais on sent quand même dans cette opinion une lassitude de ces mots qui ont été prononcés, des promesses qui ont été faites depuis maintenant quasiment 30 ans et qui ne sont pas tenues. Là, il a fait moins de promesses, mais apparemment les Français ont le sentiment qu'il les tient. Enfin, sa cote de popularité n'est pas à un niveau dingue. Non, elle est pas. Alors, elle est dans cette schizophrénie où à la fois vous avez, lorsqu'on interroge les Français, rappelez-vous, ils ont plutôt de la sympathie pour les manifestants, mais on leur demande est-ce que les manifestations on change la donne. Ils disent à 68% non, ce n'est pas un succès. Donc c'est beaucoup plus ambivalent et ça reflète véritablement cette société française qui est résumée, et je le dis très 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 souvent, par les 35 heures. Les 35 heures, c'est un résumé de toute la France, c'est-à-dire dans la même semaine, vous avez un sondage où on dit aux Français vous êtes salarié, est-ce que vous êtes content des 35 heures? Ils disent à 67% oui. Le lendemain, il y a un autre sondage où on interroge les Français en leur disant est-ce que vous pensez que les 35 heures c'est bien pour notre pays? À 67%, ils disent non. On est dans un pays extrêmement particulier. Erwan Lenoir. Non, je suis assez d'accord, mais je pense que il y a quand même, pardon, là où j'ai un point d'accord, c'est qu'il y a quand même quelque part, je crois, je suis d'accord qu'il y a deux parties de la phrase, qu'il dit effectivement, la démocratie c'est pas la rue, mais enfin quand même,
je reviens dessus, il n'a pas dit c'est pas la rue qui gouverne, il a dit la démocratie, la démocratie c'est pas la rue, et je reste convaincu qu'il y a quelque part cette spontanéité qui est que, eh bien, dans sa vision de la société, il y a l'État c'est une vision très centralisée, très technocratique de l'État qui décide et qui applique. Bon, après, sur sa cote de popularité, je pense que c'est pas surprenant, c'est pas particulièrement inquiétant. Il met en œuvre des réformes qui, sans être révolutionnaires et sans être absolument nouvelles, parce que c'est quand même un moment qui sont dans l'air du temps, n'ont jamais été faites. Ça suscite une opposition, c'est normal. Et c'est pas du tout pour remettre en cause sa légitimité, parce qu'il a été élu normalement et il est président de la République. Et je pense que les critiques sur la légitimité n'ont pas lieu d'être. Par contre, il est vrai qu'il a été élu avec une base au premier tour qui n'est pas énorme et qui donc fait que c'est normal que l'opposition existe. Alors, il y a un autre thème que je voudrais aborder avec vous ce soir, c'est l'annonce de la vente du siège du Parti socialiste rue de Solferino. Le sujet fait débat au sein du parti. On va écouter Stéphane Le Foll puis François Rebsamen ce matin sur notre antenne, sur Public Sénat. Moi, ça me rend très triste, tout ça, parce que c'est toute une histoire. J'entends certains qui s'expriment en disant bah, c'est génial, on va pouvoir changer de lieu, et puis on va se rapprocher des couches populaires, puis comme ça, les couches populaires vont voter pour nous. On va bientôt aller dans la Creuse, d'ailleurs, parce qu'il faudra se rapprocher des couches rurales aussi. Je trouve tout ça un peu... Bon, pas à la hauteur, mais enfin, c'est fait. Il faut aujourd'hui adapter notre train de vie, le train de vie du parti, à ces résultats nationaux. Et ceux-là ne sont pas fameux. Et donc, c'est une décision de principe qui a été prise hier, mais il n'est pas question, je le dis un peu durement, c'est comme ça, pas question que ce soit le bureau national du Parti socialiste qui arrête la vente de Solferino. Ça ne peut être qu'un conseil national, voire un vote militant. Alors, ceux qui sont pour cette vente disent qu'il faut quitter ce très chic 7e arrondissement pour se rapprocher des couches populaires. Et Stéphane Le Foll nous dit non, mais c'est pas comme ça qu'on va réinventer le PS. Il a raison ou il a tort? Attendez, il y a une donnée objective qui s'appelle les sous. Le Parti socialiste, en 2016, avait une dotation publique de 25 millions d'euros. Cette dotation passe à 8 millions. Bon, elle est divisée par 3. Et là, l'immeuble a été estimé entre 40 et 70 millions d'euros. Oui, et c'est dans ces eaux-là. Je pense que le Parti socialiste, parce qu'il a perdu des voix, il faut savoir qu'en fonction des voix, vous avez le droit à une rétribution publique. De la même façon, lorsque vous avez un député, ce député rapporte au parti. Ils ont perdu énormément de voix, ils ont perdu énormément de députés. Donc à l'arrivée, voilà, le budget de fonctionnement est divisé par 3. Comment voulez-vous garder le Parti socialiste? Autrement, vous pouvez garder Solferino, qui est un très très bon endroit, mais il n'y a plus personne dedans. Alors, est-ce que vous faites le choix de garder des gens qui vont travailler pour ce parti, ou est-ce que vous gardez l'enveloppe? Et d'ailleurs, moi je suis un peu surpris de la réaction de M. Le Foll. La réaction de M. Le Foll. Mais beaucoup de ténors socialistes sont émus et regrettent. Mais bien sûr que c'est drôlement émouvant. C'est une page qui se tourne. Mais vous imaginez comme c'est émouvant, vous êtes dans le 7e arrondissement, vous allez à pied à l'Assemblée nationale, après vous rentrez à pied, vous allez au Sénat, après vous allez boire un pot au Flore. Ah ben bien sûr, c'est vraiment pas sympa. Bien sûr, ça rappelle... Les enfants gâtés qui... Mais oui, ça rappelle... Non, il faut être un peu digne. Le Parti socialiste s'est pris une claque monumentale, méritée. Aujourd'hui, il est face à une crise, et je regrette, financière, mais elle est réelle. Donc, on ne peut pas badiner en disant écoutez, c'est pas normal qu'on nous prive de ce petit jouet. Non, mais il y a aussi une question idéologique, c'est-à-dire est-ce qu'on réinvente le PS vraiment en se rapprochant géographiquement des classes populaires? Mais je pense que d'abord c'est un sujet qui intéresse pas tant que ça les Français. Je pense savoir où est-ce que va se trouver le PS. C'est pas ça qui passionne les foules, et c'est pas ça non plus qui va déterminer sa ligne. Il peut très bien être social-démocrate en étant dans l'Est parisien et être le FN qui a un programme d'extrême gauche sur les questions économiques et implanté dans les Hauts-de-Seine. Bon, donc je ne suis pas sûr que ça a un lien quelconque. Le Parti socialiste, il a fait faillite. Aux dernières élections, il a perdu tous ses clients, et à un moment, il faut s'adapter. Et donc, pour s'adapter, il faut qu'ils vendent leurs biens. Comme le disait Claude, c'est sûrement très douloureux, mais personne ne va pleurer pour eux. C'est symbolique, c'est vrai. Écoutez, il faut prendre les mesures nécessaires. C'est probablement pas les premiers. Je pense qu'une fois que on aura... Vous parlez de LR ? Une fois qu'LR aura un président, il aura une décision à savoir comment faire pour relever les comptes. Après, les socialistes, je pense, peuvent s'interroger sur les lois qu'ils ont fait passer pendant leur mandat. Ils sont parmi... le dernier mandat était l'un de ceux qui a le plus contraint les financements privés aux
aux partis politiques dans le but probable de tuer tous les petits concurrents qui pouvaient exister. Aujourd'hui, le Parti socialiste aurait pu se tourner vers des généreux donateurs qui leur donnaient de l'argent. Ils ne peuvent plus en partie parce qu'ils ont tout contraint. Donc ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, à la fois sur les questions de finances et sur leur échec politique. Mais j'insiste, il y a quand même toute une partie, toute l'aile gauche du Parti socialiste qui dit aussi, de toute façon, par principe, être dans le 7e arrondissement quand on veut défendre les classes populaires, ça fait tâche. Alors, Victor Hugo disait « la forme, c'est le fond qui remonte à la surface ». Bon. Oui, bien évidemment que c'est un petit peu contrariant, c'est un petit peu incompréhensible et peu lisible lorsqu'on vient quand même d'une filiation qui s'appelle SFIO, Section française de l'Internationale ouvrière. Lorsqu'on vient de cette histoire-là, c'est un petit peu troublant. Simplement, il y a eu une déviance idéologique du Parti socialiste par rapport à ces cœurs de cible qui étaient les ouvriers et les employés. Aujourd'hui, le Parti socialiste est dans le 7e. C'est un peu un résumé, c'est-à-dire c'est un peu un résumé de ce décalage, de cette incompréhension de ce qui s'est passé dans ce pays et cette incompréhension de se retrouver à un moment donné que le premier vote populaire aujourd'hui en France, c'était le vote Front National. C'est-à-dire que les ouvriers et les employés ont voté Front National. Donc, je pense que c'est plutôt leur rendre service. Yankelevitch disait pour rebondir, il faut d'abord s'abaisser, mais qu'il s'abaisse et nous verrons plus tard. En 20 secondes, Erwan Lenoir, aucune émotion de voir aussi ce siège du Parti socialiste rue de Solferino disparaître de cette manière-là? Non, parce que je pense qu'effectivement, s'ils ont besoin de se réinventer, ils le feront n'importe où. Et c'est pas une question de lieu. C'est un parti qui est mort d'être un parti rentier. Et donc aujourd'hui, il vend ses biens. Il lui appartient de se réinventer. On verra ce qu'il en est. Et il le fera dans le 7e comme ailleurs. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, l'entretien du jour. On reçoit Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis. On reviendra ensemble sur le livre d'Hillary Clinton qui est sorti aujourd'hui en version française, ouvrage dans lequel l'ex-candidate à la Maison-Blanche règle ses comptes. À tout de suite après une courte pause. Rendez-vous le 24 septembre pour les élections sénatoriales. 75 000 grands électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler 170 parlementaires dans 44 départements. 9 heures de direct depuis le Sénat et en région. Les résultats minute par minute. De nombreux invités et des experts. La rédaction se mobilise pour vous faire vivre cet événement majeur de l'automne. On se retrouve le 24 septembre sur Public Sénat. Qu'est-ce qui s'est passé? Mobutu a pris le pouvoir. Mobutu. Mr. Beau. Monsieur le Président. Vous êtes français, mercenaire, blanc. Ça ferait peut-être mieux de vous éliminer tout de suite. Il faudra bien que vous soyez mon ami ou mon ennemi. Hein, Monsieur Denard? On m'a rapporté que votre ami Mobutu a une idée pittoresque. Vous avez cru pouvoir tirer votre épingle du jeu, vous vous êtes fait manipuler. Mon frère! À la radio, j'ai dit tout le bien que je pensais de toi. Tu as entendu? Le général Mobutu est un tyran. Nous avons l'occasion de le faire tomber. Aujourd'hui, si vous choisissez de vous battre, vous n'êtes plus des mercenaires. Vous redevenez des soldats! Mr. Bob, samedi à 22h30 sur Public Sénat. De retour dans On va plus loin pour l'entretien avec moi sur ce plateau, Jean-Éric Brana. Bonsoir, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris de Assas, spécialiste des États-Unis, je le disais, et auteur de Trumpland, portrait d'une Amérique divisée qui paraît le mois prochain. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir avec vous dans un instant sur le livre d'Hillary Clinton, qui est donc sorti aujourd'hui en version française. Ça s'est passé comme ça, voilà le titre. D'abord, je voudrais votre avis sur le discours de Donald Trump hier devant les Nations Unies. Son intervention a d'ailleurs peut-être un petit peu plus marqué les esprits que celle d'Emmanuel Macron. On a entendu un Trump très offensif et ça a marqué les esprits. Écoutez. No one has shown more contempt
Personne n'a montré plus de mépris pour les autres États et pour le bien-être de son propre peuple que le régime vicieux de la Corée du Nord. C'est un scandale que d'autres États puissent non seulement faire du commerce avec un tel régime, mais également armer, approvisionner et soutenir financièrement un tel régime qui met le monde en péril avec un conflit nucléaire. Les États-Unis ont une grande force et une grande patience, mais s'ils sont forcés de se défendre ou de défendre leurs alliés, nous n'aurons d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord. Détruire totalement la Corée du Nord. Là, on l'entend sur la Corée du Nord. Il a aussi été très offensif avec l'Iran. On a vraiment vu un Trump belliqueux hier. On a entendu un discours musclé, ça c'est certain. C'est vrai que la forme a surpris. Moi-même, je dois vous dire, j'ai été surpris, je ne m'attendais pas. On m'interrogeait avant en me disant, est-ce que ça allait être surprenant? Non, sur le fond, il n'y avait rien de nouveau en réalité. On savait déjà ce qu'il allait dire. Sur la forme, il nous a coupé les ailes à tous. Donc c'était un petit peu le but du jeu. En réalité, Donald Trump s'adressait à son électorat. Il s'adressait à ceux qui sont restés à la maison, même s'il était à la maison, puisque l'ONU, si tout le monde ne le sait pas, c'est à New York. Exactement. Donc il était chez lui. Et en plus, c'est un New-Yorkais. Donc il était doublement chez lui. Et donc il jouait sur son terrain. Et il se fichait éperdument d'avoir l'Assemblée de l'ONU face à lui. Il parlait aux Américains. Absolument, puisque ceux qui étaient en face de lui, il le dit souvent, ne votent pas aux États-Unis. Donc évidemment, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Et les Américains se fichent éperdument de ce qui peut passer aux États-Unis. En tout cas, ils se fichent des conséquences qu'il peut y avoir parce que, et Donald Trump l'a rappelé hier, ça fait très longtemps que les États-Unis interviennent dans l'ensemble du monde et tous ces ingrats ne font qu'adresser des critiques aux Américains. Il en a marre. Aujourd'hui, on va essayer de répartir les forces. C'est ça qu'a dit Donald Trump hier. Et ce discours-là, contrairement à ce qu'on peut penser, est très bien entendu aux États-Unis parce qu'il est très partagé. Beaucoup d'Américains, je ne parle pas des 20% qui ont un passeport et qui voyagent, je parle des 80% qui restent aux États-Unis et qui y resteront toute leur vie. Eux sont persuadés que le reste du monde n'a pas compris que les États-Unis étaient là pour les aider. Et il a été salué même dans la presse aujourd'hui, effectivement. On va en venir à ce livre d'Hillary Clinton, qui est donc sorti aujourd'hui en version française. Ça s'est passé comme ça, c'est le titre. La candidate malheureuse à la Maison-Blanche règle ses comptes. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut résumer ce livre ? On peut le résumer en partie comme cela. Moi, je l'ai lu un petit peu différemment. D'abord parce que je suis Hillary Clinton depuis très longtemps et c'est vrai que j'avais écrit un livre sur elle avant la campagne, avant même que Donald Trump rentre en campagne, où on la disait archi favorite. Je ne donne pas un scoop en disant cela. Et elle-même se sentait archi favorite. D'ailleurs, elle parle du choc de la défaite. Absolument, elle le dit. Et jusqu'au dernier moment, elle a cru qu'elle serait présidente des États-Unis. Elle était préparée pour ça. Pensez donc cette femme qui a été dans une grande université, qui a épousé un homme brillant, qui l'a suivi, qui a ensuite été dans les tenailles du pouvoir, d'abord en Arkansas, ensuite en tant que première dame, puis ensuite elle-même dans le fossé politique, je veux dire dans la fosse Lyon, qui est devenue sénatrice, puis secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères, et qui finalement était hautement préparée pour la fonction. Trop bien préparée peut-être, c'était le syndrome Al Gore, trop intelligente, trop bien préparée. Eh bien, les Américains n'en voulaient pas. À ce moment-là, elle n'a pas rencontré l'histoire. Les Américains voulaient quelqu'un de plus simple, qui parlait leur langage. Et elle le dit dans le livre. Elle dit, par exemple, qu'elle n'a pas compris qu'à ce moment-là, il fallait accompagner la plainte de ceux qui souffraient et pas simplement apporter des solutions. Parce qu'avant de guérir son bobo, on a envie, c'est comme les enfants, hein, on a envie d'un bisou sur la plaie et puis ensuite on accepte qu'il y a un pansement. Alors, je disais qu'elle règle ses comptes parce que tout le monde en prend un peu pour son grade, hein, tout de même. La Russie, le FBI, les médias américains, évidemment Donald Trump qui n'est pas épargné, sexiste, menteur, indigne, incompétent. Bernie Sanders est lui aussi attaqué, son ancien rival des primaires démocrates. On sent un peu d'amertume, c'est même un petit peu étonnant. Est-ce qu'elle n'est pas très bonne joueuse? Est-ce que ça ne manque pas, pour être clair, un peu d'élégance? Non, ramener comme ça, oui, on a l'impression. Hein. Effectivement. Pour résumer, c'est ça. C'est pour ça. On a peu de temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut lire le livre. Il est d'abord très bien écrit. Il est agréable, il est tendre à certains moments. On rentre dans l'Amérique profonde, celle que beaucoup ici ne connaissent pas en France. On se balade dans le Kentucky, enfin dans l'Amérique profonde avec elle. Mais c'est pas une femme très connue pour être dans l'empathie avec l'Amérique profonde. Eh bien, si, cette campagne, justement, et c'est peut-être son erreur, c'est qu'elle a fait ce type de campagne, des petits meetings. Moi-même, je l'ai rencontrée dans un meeting où il y
avait 150 personnes. Rendez-vous compte, quelqu'un qui se présentait pour être président des États-Unis, 150 personnes dans la salle. On pouvait la toucher, lui parler, faire un selfie avec elle. Voilà. Et vous voulez dire que les Américains se sont trompés sur elle, parce que ça a été critiqué, ça, le fait qu'elle soit un peu froide, distante, un peu perchée et oui, distante. Écoutez, c'est pas à moi de me dire s'ils se sont trompés. Ils ont fait un choix démocratique. Non, mais vous semblez décrire une autre femme que celle que nous, on a décrite en France. Parce que je l'avais déjà décrite dans mon livre sur Hillary, une femme présidente, que c'était une femme qui vous devez rencontrer son destin, mais 4 ans trop tard ou 8 ans trop tard peut-être, elle était prête pour autre chose. En réalité, je crois que plus que le temps d'Hillary, je l'avais d'ailleurs aussi présenté comme ça, c'était le temps des femmes. Donc elle correspondait au casting. Mais ce n'était pas que le temps des femmes, c'était le temps d'autre chose et de quelqu'un de plus vrai. Donc que ce soit une femme ou que ce soit quelqu'un qui soit populiste, c'est pas la même chose, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, c'était le temps d'autre chose que Barack Obama, cet homme élégant, racé, intelligent, et qui, à ce moment-là, avait rencontré aussi une Amérique qui attendait ça sur le moment où il est arrivé. Donc il fallait un décalage. Pour moi, sa grosse erreur, ça a été d'avoir pris les traces de Barack Obama. C'est de s'être présentée comme l'héritière, alors que très clairement, l'Amérique n'en voulait plus. Donc il fallait tracer sa route à elle. Et elle avait une particularité qu'elle redit dans le livre. On le redécouvre d'ailleurs. On redécouvre son féminisme qui a été attaqué par les féministes américaines. On redécouvre son américanisme attaqué par quasiment tout le monde aux États-Unis. On découvre son désarroi vis-à-vis de cette affaire des emails qu'elle n'a pas compris. Et quand elle le dit à plusieurs reprises, mais ça prenait des proportions tellement gigantesques qu'elle-même n'a jamais pris la portée symbolique de ce que ça pouvait être pour les gens, alors qu'elle apparaissait à ce moment-là comme une menteuse, comme une tricheuse, comme une femme politique. Mais à part attaquer les autres, est-ce qu'elle fait dans ce livre un mea culpa? Non, ça manque quand même. Ah. Oui, ça manque. Il manque, ce sera peut-être le prochain tome. Oui, enfin c'était l'occasion. Oui, vous voulez dire qu'elle ne se remet pas du tout en question dans ce livre? Elle ne remet pas en question ni sa stratégie, ni ce qu'elle est, sa personne? Je trouve que non, justement, le côté, on n'a pas compris, ça a été, par exemple, elle dit que ça a été une élection anti-femme, je ne le crois pas. Je ne le crois pas, même si Donald Trump a été dans l'outrance vis-à-vis des femmes, il a quand même pas mené une campagne anti-femme. On ne peut pas dire oui, c'est pour ça que je vous demandais si elle n'était pas un peu mauvaise joueuse. C'est pour ça que je vous pose cette question. Parce qu'on a le sentiment qu'elle ne se remet pas en question, qu'elle attaque les autres, que c'est de la faute de tout le monde, mais surtout pas de la sienne. Je crois que le choc a été très violent, si on peut le dire comme ça. Et souvenez-vous quand même, le 9 novembre, Hillary Clinton a concédé sa défaite très rapidement. Donc on va lui donner acte que n'a pas été une mauvaise joueuse, puisqu'elle a appelé tout de suite Donald Trump à un moment où la planète a refusé Donald Trump. Elle est la première à avoir dit « c'est votre président ». Donc nous respectons le président. Et ensuite, elle explique très bien ça. Elle s'est demandé s'il fallait aller à l'investiture ou pas. Elle a expliqué, c'est une chaîne importante entre les 45 présidents des États-Unis. Ils se sont passés le pouvoir de l'un à l'autre de façon naturelle et pacifique. Elle dit, je ne peux pas m'inscrire contre ça. Quand Washington a lancé la tradition en la passant à Adams, puis ensuite à Jefferson, ce qu'elle rappelle, elle dit, il fallait que j'y aille. Et quand George Bush, puisqu'elle a appelé George Bush et elle a appelé Jimmy Carter, lui ont dit tous les deux, mais nous on y va, on ne peut pas faire autrement, on trouve que c'est normal. Elle a dit, mais j'ai réalisé que moi aussi je devais y être, alors que c'était très difficile pour elle d'être à la tribune face à Donald Trump qui devenait président, alors que c'était à elle, dans sa tête, d'y être. Oui, dans sa tête. Donc, à ce moment-là, dans sa tête et celle de 50% d'Américains aussi, et elle était quand même là. Et des médias. Et des médias. Vous avez raison, 240 journaux, rappelons-le, ont pris fait et cause pour Hillary Clinton, alors que quasiment aucun n'ont soutenu Donald Trump. Mais s'agissant de cela, par la suite, bien, il faut prendre le choc. Alors la balade en forêt n'a certainement pas encore été suffisante et il faudra encore d'autres balades pour faire un autre livre plus humble. Ça s'est passé comme ça. Voilà le titre de ce livre qui est paru aujourd'hui en langue française. Merci infiniment, Jean-Éric Brana, d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre à vous qui sort le mois prochain, Trumpland, portrait d'une Amérique divisée. Merci beaucoup. C'est la fin d'On va plus loin. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. Ne manquez pas l'invité politique de Territoire d'Info. Il s'agit de Luc Carvounas, député socialiste du Val-de-Marne. En attendant, passez une très belle soirée. Restez au cœur du débat.